Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans la zone de Tillabéri suscite des commentaires et des analyses. À ce sujet, je propose de suivre l'analyse de Idi Ango Omar. Il est le président du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne. On l'écoute dans cet extrait. La question sécuritaire nous interpelle dans la mesure où, depuis un certain nombre d'années, quand on regarde nos frontières depuis la région de Difa, aujourd'hui Tillabéri, et en passant par Tawa, on se rend compte que depuis que le terrorisme s'est installé dans notre région, depuis qu'un certain nombre de pays de la sous-région se sont organisés pour créer le G5 Sahel, malgré les efforts qui nous ont été annoncés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous constatons que le Niger paye un lourd tribut de par nos forces de défense et de sécurité qui tombent sur le champ d'honneur de façon assez récurrente, à travers nos populations qui sont meurtries, qui sont obligées de quitter leur village. Récemment, donc, c'est Lanzou qui se retrouve au chef-lieu de région, Tillabéri. Autant de familles endeuillées, mais aussi et surtout des constitutions de groupes de réfugiés, de nos propres nationaux qui, dans leur propre pays, se retrouvent comme réfugiés parce que chassés de certaines zones. Et parallèlement, ces agresseurs qui viennent des pays voisins, particulièrement du Mali, viennent en nombre important, ne s'en cachent plus, œuvrent à ciel découvert, c'est-à-dire ils ne se cachent même pas, ils arrivent dans les villages, ils menacent, malgré que ces faits sont annoncés au niveau des autorités. Ils persistent, rien ne leur arrive, et ils arrivent à effectuer leur forfait, tuer, brûler des greniers, voler des animaux, tuer des chefs de village, incendier des écoles, et il n'y a pas de résultat, malgré les efforts qui sont annoncés, malgré le renfort de la communauté internationale en tant qu'amis qui viennent s'installer au Niger pour dire qu'ils veulent apporter un appui dans le cadre de la lutte. Pas de résultat, beaucoup de revers sur le plan militaire et de l'autre côté un silence presque coupable que nous constatons, parce que ce silence est tel que nous sommes obligés de nous poser la question de savoir est-ce que l'État est devenu impuissant face à cette situation, alors que la Constitution leur fait obligation de protéger la population, les personnes et les biens, et de s'assurer que les Nigériens dorment bien et se réveillent bien et puissent user de leurs biens sans aucun problème. Mais ce n'est pas le cas. Rendez-vous en partie magazine de cette édition d'information pour suivre l'intégralité de cet entretien. Elles ont décidé de rendre visite à leur sœur de la commune rurale de Karma, c'est dans la région de Tillabéri. Elles, ce sont les femmes de l'association des femmes du secteur des industries extractives au Niger. La cérémonie de don d'une valeur de 4 millions de francs CFA a été possible grâce à un financement de Oxfam Niger. C'était en présence de plusieurs invités et de nos reporters Asmaou Seydou et Nasser Seydou. Savon, riz, huile, paille, masque de protection contre la poussière, bavette, c'est la composition de ce don offert par l'ONG Oxfam en partenariat avec l'AFSIE au profit des femmes de la commune rurale de Karma. Un geste qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée de la femme nigérienne. Pourquoi le choix de Karma et quels sont les objectifs visés à travers la présente cérémonie? Le choix de cette localité n'est pas un fait du hasard. En effet, il suffit de traverser de cette commune pour découvrir les vaillantes femmes en plein soleil, souvent avec un enfant sur le dos, en train de creuser des glacis pour extraire du gravier qui est acheté à vil prix, mais revendu très cher sur le marché par les camionneurs. Du coup, on se rend compte qu'au niveau de cette chaîne de valeur, celles qui travaillent le plus sont celles qui gagnent le moins. Pire, à cette activité s'ajoute au cumul des tâches domestiques
qui ne sont pas rémunérées et considérées par les femmes comme des tâches à valoriser. Oxfam est une organisation luttant contre les inégalités dans toutes ses formes pour une justice sociale, pour un monde juste. Au vu du thème choisi cette année, Renaissance féminine au Niger, quelle stratégie pour un développement durable? Nous nous sommes dit qu'il est très important de célébrer cette année avec les 20 femmes exploitatrices de gravier pour non seulement démontrer aux communautés leur contribution au développement local, mais aussi plaider auprès des décideurs communaux et coutumiers pour une meilleure valorisation de leurs activités. Généralement, quand on parle de femmes, on fait allusion à la douceur par rapport aux hommes. Pourtant, nous sommes en face des femmes qui prouvent le contraire de par les activités que beaucoup d'hommes ne peuvent d'ailleurs pas exercer. Notre présence ce matin rentre dans le cadre de notre travail, débuté depuis 2019, comme je viens de le dire, puis en 2020, dont l'objectif est d'appuyer ces femmes à mieux jouir de leur revenu de production pour un résultat vers une autonomisation de façon équitable et durable. Notre priorité vis-à-vis des femmes travaillant dans les secteurs extractifs artisanaux sont les conditions des femmes, amélioration bien sûr, l'autonomisation, l'émergence. Je ne saurais terminer mon discours sans encore remercier Oxfam et toute son équipe qui, une fois de plus, a accepté de nous accompagner ensemble pour mettre en œuvre les missions et engagements pris auprès de ces femmes du secteur extractif. Présent à cette cérémonie, le maire de la commune rurale de Karma ne cache pas ses sentiments. Afsien, partenaire de notre commune, a donc décidé de venir à Karma pour fêter à sa manière avec les femmes des groupements qu'elle a créés. De plus, en dehors du caractère festif de cette journée, Afsien est venu avec beaucoup de kits alimentaires au profit de ces groupements féminins. Je profite donc de cette occasion pour présenter, au nom du conseil municipal de Karma et à mon nom personnel, mes sincères remerciements à Afsien et ses partenaires dont Oxfam qui ont bien voulu l'accompagner dans cette initiative louable. La directrice de la promotion de la femme a dans son discours félicité et encouragé l'Oxfam pour ce geste combien important pour ces femmes. Une visite guidée des carrières où ces braves femmes extraient des graviers a sanctionné la cérémonie. Autre aspect de cette édition d'information, la situation dans les territoires palestiniens occupés au centre d'une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU tenue hier jeudi. L'initiative émane du Niger et de l'Algérie et respectivement président en exercice de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'OCI et président du groupe des États arabes. À la demande du Niger et de l'Algérie, une réunion sur le drame palestinien s'est tenue ce jeudi 20 mai 2021 à l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'est agi pour le Niger en tant que président en exercice de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'OCI et l'Algérie qui préside le groupe des États arabes d'amener l'Assemblée générale de l'ONU conformément au mandat que lui confère la charte de délibérer d'urgence face à la grave détérioration de la situation dans le territoire palestinien occupé. Depuis bientôt 2 semaines, il y a une aggravation de la situation dans les territoires palestiniens occupés du fait des bombardements indiscriminés qui sont conduits par Israël. Une majorité des États membres du Conseil de sécurité s'est prononcée en faveur d'une déclaration qui vise à appeler à un cessez-le-feu, à une désescalade dans les territoires palestiniens occupés. Mais il se trouve que d'autres acteurs membres du Conseil de sécurité n'ont pas jugé utile de se joindre à ce consensus. C'est devant cette inaction du Conseil de sécurité qu'en tant que président du Conseil des ministres de l'OCI, après une réunion des États membres ici à New York, et puis en association avec l'Algérie qui dirige le groupe des États arabes,
on a décidé de saisir le président de l'Assemblée générale pour demander une convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il faut dire que de ce qu'on a suivi ce matin, il y a une très grande majorité des États qui ont pris la parole, qui ont demandé d'abord la fin de l'escalade de la violence actuelle. Ils ont lancé un appel à Israël, qui est la puissance occupante, afin que les bombardements cessent. Mais beaucoup de pays ont également tenu à lancer un appel au Hamas pour qu'il arrête de lancer les tirs de roquettes, d'arrêter les tirs de roquettes sur les populations civiles israéliennes. Trop c'est trop, les violences doivent s'arrêter. Et au-delà de l'arrêt des violences qui se déroulent aujourd'hui dans les territoires palestiniens occupés, je pense que la communauté internationale, et le Niger fait partie de ceux qui ont demandé cela, on ne peut pas régler la question palestinienne comme on ne peut pas guérir une maladie en s'attaquant à ses symptômes. Le vrai problème au niveau de cette région du Moyen-Orient, c'est bien évidemment la poursuite de l'occupation par Israël des territoires palestiniens occupés, c'est la poursuite de la colonisation, et une colonisation rampante qui aujourd'hui n'épargne même pas Al-Quds al-Sharif, qui normalement représente le berceau des 3 religions monothéistes, et cela est proprement inacceptable, non pas seulement qu'aux yeux du Niger, mais aux yeux de la plus grande majorité des membres de la communauté internationale qui se sont exprimés aujourd'hui. Grâce à l'initiative du Niger et de l'Algérie, la question de Palestine a été débattue par l'Assemblée générale de l'ONU en présence de plusieurs ministres et du secrétaire général de l'ONU. Retour à Niamey, où l'équipe du Conseil supérieur de la communication a sanctionné aujourd'hui sa série d'activités consacrées à la présentation de l'institution. Et c'est l'Institut de formation de l'information et de la communication, l'IFTIC, qui a constitué la dernière étape de cette activité, et résumé ici par Nafissa Yahya. C'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin cette première série d'activités consacrées à la présentation du Conseil supérieur de la communication, sa mission et ses prérogatives. Et c'est l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC qui a constitué la dernière étape de cette activité initiée par le dit Conseil. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de ces activités avec un sentiment de satisfaction, avec une forte demande justement des différents acteurs qui veulent la poursuite de ce genre d'activité de temps en temps afin qu'ils soient mieux imprégnés justement du fonctionnement de nos institutions républicaines. Ce n'est qu'une première série d'activités. Le souci étant d'aller à la rencontre aussi des organisations de la société civile, des partis politiques et d'autres acteurs qui fréquentent les médias afin qu'ils comprennent justement les missions qui sont assignées au CSC, puisque le plus souvent, comme vous le savez, il y a des interprétations erronées des missions qui sont dévolues au CSC, dont on ne connaît pas les champs de compétences, dont on ne connaît pas le mode de fonctionnement. Et nous, l'objectif est de briser justement cette vision erronée que l'on a du Conseil supérieur de la communication, et on cherchera à atteindre le maximum d'acteurs afin que l'on ait la vraie lecture des missions qui sont assignées au CSC par la loi fondamentale. Cette initiative est fortement saluée par le premier responsable de l'IFTIC. Je profite également pour remercier de vive voix le CSC pour cette initiative combien louable qu'ils ont eu de rencontrer aujourd'hui les étudiants de l'IFTIC, futurs professionnels de la communication, pour vous sensibiliser par rapport à la mission du CSC
c'est-à-dire tout simplement pour que vous soyez pleinement imprégné des attributions du CSC, notamment relativement à la régulation. Ainsi, vous serez préparé pour accepter toutes les mesures de régulation qui vous seront opposées une fois dans la vie active. C'est-à-dire qu'on vous prépare à être des véritables professionnels connaissant toutes les articulations du métier, non seulement l'exécution, mais également l'observation des règles. Initiée par le Conseil supérieur de la communication avec l'appui de la coopération danoise à travers l'ONG Oxfam, cette série d'activités a pour objectif de faire connaître le CSC, sa mission ainsi que son rôle en tant qu'institution étatique chargée de réguler le secteur de la communication. Ainsi, tout comme les étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, l'Institut africain de technologie, les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information IFTIC ont bénéficié de cet exercice. Place à présent à la partie magazine de cette édition d'information. Elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé M. Idi Ango Omar. Il est le président du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne. L'interview a porté sur la situation sécuritaire qui prévaut dans certaines régions de notre pays. Mesdames, Messieurs, bonne réflexion, bonsoir. Il n'y a rien d'impossible pour un président de la République. Il a été élu par son peuple et encore plus récemment, dans son discours d'investiture, il a tenu un certain nombre de propos qui peuvent permettre de croire ou d'espérer, mais toujours est-il que, au-delà de ce constat, il a une obligation, et c'est son devoir. Il a le devoir d'informer la nation sur ce qui se passe réellement. Est-ce que l'État est impuissant face à cette agression extérieure? Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrainte qui amène l'État à fléchir face à cette situation? Pour quelles raisons ces 4 bases américaines, françaises, italiennes et allemandes annoncées à grande pompe par l'ancien président, qui se trouvent aujourd'hui présentes sur notre territoire, censées, avec toutes les bases, censées nous apporter un appui aérien, logistique et de frappe, avec les drones, les avions de chasse et tout, mais il n'en est rien. Malheureusement, nous constatons que le ciel reste silencieux pendant que des motos, des assaillants viennent à moto, qu'on peut apercevoir à des kilomètres et des kilomètres, viennent crier le deuil dans nos populations, traverser nos frontières allègrement, venir s'installer dans des villages, commettre leurs forfaits, faire des crimes, se permettre même de prier, de prendre le temps, de faire ce qu'ils veulent, 7 heures, 8 heures, sans qu'aucune force ne se manifeste. Mais nous sommes en droit de nous poser des questions. Rappelez-vous, il y a quelques mois, au temps de l'ancien président, nous avons eu Inates et Chinadegoder. C'était nos postes avancés à la frontière du Mali, qui était censé, c'était le rempart, le premier rempart qui devait nous protéger contre les forces terroristes venant du Mali. Ces forts de postes avancés ont fait l'objet d'attaques sévères où on a eu plus de 100 et quelques, dans chacun des camps, plus de 100 et quelques de nos frères qui sont tombés sur le champ d'honneur. Ces postes avancés ont dû reculer et aujourd'hui on ne sait même plus dans quel état ils sont et quelle est leur position. Et malgré tout, les agressions continuent et se perpétuent. Au point où aujourd'hui, l'Anzourou attaqué, les populations se réfugient sur Tillabéri. Malgré tout, en dehors de la société civile qui s'est déplacée et du gouverneur sur place, et de la société civile qui s'est déplacée pour aller apporter un réconfort, nous n'avons pas encore entendu d'écho, ni au niveau du gouvernement, au plus haut sommet du président, ni au niveau du Premier ministre, encore moins au niveau des personnalités censées en tout cas se retrouver à ce moment précis pour apporter leur confort au niveau des populations. Donc, nous sommes dit peut-être il y a un malaise.
Mais face à ce malaise, si la menace est si importante au point de paralyser le dispositif administratif national, nous sommes obligés de réagir, étant entendu que nous sommes obligés d'être compassionnels vis-à-vis de nos compatriotes qui sont frappés, d'où qu'ils soient. Et pour cela, nous demandons donc à ce que le président de la République se prononce à travers un discours officiel. Nous le souhaitons, nous demandons, nous faisons la pression pour qu'il dise la vérité à l'ensemble de la nation. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Pourquoi cette incapacité à vaincre ce terrorisme et pourquoi autant de revers? Ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième élément que nous avons souhaité, après tous ces constats, c'est que nous estimons le temps est venu pour créer les conditions d'un forum national, pour que, certes, les forces de défense sont là pour défendre l'intégrité du territoire, mais quand ça a atteint un certain niveau, il faut la participation de tous. Donc, il y a des expertises, il y a des personnes qui sont là, qui ont des expertises, qui ont des réflexions à faire, qui peuvent faire avancer, où il y a une valeur ajoutée qui peut être apportée lors de ce forum pour que certaines dispositions sécuritaires soient prises pour que, au moins, nous puissions maîtriser tout ce que nous constatons comme dérapage au niveau sécuritaire. La société civile, même à un moment donné où les gens pensaient qu'ils étaient en train d'intervenir pour faire du bruit, mais en fait, en réalité, ils ont alerté, ils ont sonné, ils ont appuyé sur la sonnette d'alarme. Rien n'a été fait. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Tillabéri est à moins de 5 km de Niamey. Dans 2 mois, 3 mois, si des dispositions ne sont pas prises, vous voyez très bien que la ville de Tillabéri ne peut pas prendre toutes les populations de la région de Tillabéri, le chef-lieu. Donc, ils seront obligés de se reporter sur Niamey, et de là, on ne sait pas ce qui va se passer. Le Mali, c'est vrai, c'est de là qu'ils viennent. Nous avons plus de 800 km de frontières. C'est vrai, il est difficile de mettre un militaire à chaque kilomètre. Mais on peut effectivement atténuer cette question parce que les populations font partie du réseau de renseignement. À l'époque, quand ça fonctionnait, les chefs de village, l'éleveur, le paysan était celui qui annonçait à son chef de canton toute anomalie ou toute présence étrangère dont il avait des doutes. Et ça remontait automatiquement au niveau de chef-lieu administratif et les renseignements pouvaient intervenir à temps. Les structures de sécurité pouvaient intervenir à temps pour pallier ou pour bloquer certaines choses. Aujourd'hui, en faisant partir toutes ces populations de ces zones, en les vidant, quel est l'objectif? Qu'est-ce qui est recherché? Il faut aussi que l'État se pose ces questions. Pourquoi on veut faire partir toutes ces populations de ces zones? Y a-t-il une promesse quelque part? Il y a des gens qui veulent s'installer. Ceux qui viennent pour assaillir et obliger ces gens à partir, vous les voyez à moto en train de cultiver demain? Est-ce que c'est pour eux qu'ils le font? Nous avons beaucoup de questions. Et nous estimons que des solutions, personnellement, je pense que depuis un certain nombre d'années, on aurait pu réfléchir pour protéger nos frontières. Comme je le disais tout à l'heure, 800 km entre nous, de frontières entre nous et le Mali, c'est beaucoup. Mais on peut aller au-delà. On peut miner. Moi, je n'ai pas de scrupules. À l'époque, en tant que responsable, j'ai eu à échanger, j'ai fait ce type de propositions. Mais à partir du moment où on ne peut pas mettre un militaire à tous les kilomètres, pourquoi on ne peut pas miner nos frontières à l'intérieur? Les assauts qui se font, ce n'est pas des Nigériens qui quittent le Niger pour aller faire des assauts du côté du Mali. Les assauts viennent toujours du Mali. À partir du moment où les assauts viennent du Mali, que ce soit à travers des motos, que ce soit à travers des voitures, que ce soit à travers... De toutes les façons, il faut contenir ces assauts. Et la meilleure façon de contenir ces assauts, trouvons les moyens les plus efficaces, certes les plus meurtriers, sur le plan de la réglementation internationale. Ce n'est pas encore interdit de miner certaines frontières, d'utiliser des mines. Ce n'est pas des mines antipersonnelles comme ça s'est passé en Angola ou ailleurs. Mais ici, les militaires peuvent très bien mettre en place une carte de protection de notre frontière, pas sur les 800 km, mais peut-être même si c'est sur 400 km ou 500 km, on aura au moins 500 km de fait protégés par les mines et 300 km qui sont gérables en mettant des jackpoints
ou des points de passage obligés, où tous ceux qui vont venir du Mali seront obligés de passer par ces points de passage et où on peut les contrôler aisément. Et cela est possible. Depuis le temps où Tillabéri subissait des assauts de vol d'animaux, parce que la réalité est que, asseyons-nous pour nous dire la vérité. De l'autre côté du Mali, il n'y a pas d'administration. Dans le nord du Mali, il n'y a pas d'administration. Il n'y a aucune administration. L'État est absent. Donc ne comptons pas sur les personnes qui sont là-bas ou les coutumiers qui sont là-bas pour collaborer avec eux parce qu'eux-mêmes, ils sont sous pression. Ils sont obligés de collaborer avec les djihadistes, d'être complices des djihadistes pour pouvoir survivre. Donc aujourd'hui, c'est à nous de nous protéger face à cette zone, ce terrorisme qui ne fait que nous gangréner. Et il en est de même dans la région de Tawa, qui fait frontière avec le Mali. Il faut trouver un mécanisme. Et cela est possible. Le plus important, c'est d'échanger. Pourquoi aujourd'hui ne pas rendre le service militaire obligatoire? Si aujourd'hui on mettait le service militaire obligatoire, on faisait appel aux anciens militaires libérés. Mais chacun dans son village peut créer des tranchées. Aujourd'hui, nous sommes soumis, l'État dit qu'il va assurer la protection. Personne ne fait quoi que ce soit. Les populations sont là, les femmes, les enfants sont soumises. Mais au moins, quand elles sont préparées, elles sont organisées. Mais quand les djihadistes annoncent, c'est comme ça, dans toutes les batailles qui ont été remportées contre l'hégémonie, les populations se sont organisées. Elles créent des tranchées, elles se préparent, les hommes se préparent, et au moins s'il y a un rudiment du maniement des armes, mais pourquoi pas, n'ayons pas peur de créer des dispositifs d'autodéfense, puisqu'on en est là. On en est là, puisque tous les mois, nous avons des dizaines de morts. Et nous sommes impuissants. Nous avons des gens, aujourd'hui, tous ceux qui se retrouvent au niveau de Tillabéri, qui va les nourrir? Ils ont la capacité, la force de travailler les champs, mais on les a chassés de leur territoire. On constate simplement qu'il y a une volonté de vider un espace. Par absence de documents, on ne peut pas s'avancer parce qu'il faut des documents pour qu'on le sache. Mais antérieurement, nous savons que nous avons certains de nos compatriotes nigériens, tout comme certains de nos compatriotes maliens, qui ont annoncé leur volonté de créer un État dans cette zone. Des drapeaux ont été présentés, des cartes ont été présentées, elles ont circulé dans les réseaux sociaux, dans certains pays, dans certains journaux, les gens en ont parlé. Il y a des responsables qui sont sortis pour dire qu'ils sont de cette zone. Ils ont, théoriquement, ils sont de tel État. Je prends l'exemple de l'Azawad. Mais par absence d'éléments concrets, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Ce qui, par contre, sur lequel on peut se prononcer, c'est qu'il y a un espace qui se trouve être dans la carte de ceux-là qui ont tracé la carte de l'Azawad, un espace qu'on veut vider. On menace les populations, on leur dit on ne veut plus vous revoir à partir de telle période, mais de là, la conscience nationale est obligée de penser mais est-ce que ce n'est pas ce projet qu'on est en train de vouloir mettre en place? Deuxièmement, ce qui est inquiétant, à quoi servent ces bases? Elles sont là pour améliorer la situation. Mais depuis qu'elles sont là, au fur et à mesure qu'elles s'augmentent, la situation se dégrade. Mais on a des têtes pour réfléchir. On a des yeux pour voir. On a des analyses pour constater. Donc on est obligé d'interpeller parce que nous sommes dans un dispositif national qui fait que nous avons élu des dirigeants à qui nous devons demander des comptes. Et à ce niveau, au regard de ce qui est en train de se passer, il est tout à fait normal que nous demandons au président de la République de bien vouloir informer la nation sur l'état sécuritaire du Niger. C'est très important. Comme ça, tout le monde sera situé. Est-ce que lui-même, quelque part, n'a-t-il pas besoin d'un appui national? Quelle est la meilleure assistance pour un gouvernement que son propre peuple, dans le cadre de la défense du territoire? Tout ça, c'est autant d'éléments que les gens doivent se poser. Ce n'est pas la France qui va se substituer au peuple nigérien, ce n'est pas les Allemands qui vont se substituer au peuple nigérien pour garantir l'intégrité du Niger, ce n'est pas les Américains qui vont se substituer au peuple nigérien pour garantir l'intégrité nationale du Niger, et ce n'est pas les Italiens. Moi, je prends un exemple, celui du défunt président Idriss Déby. Il le dit lui-même que c'est la France qui l'a installé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne parle pas le langage de la vérité.
Ce n'est pas pour autant, quand sa population ou son peuple est menacé, ce n'est pas pour autant qu'il prend le contre-pied de la décision commune prise avec les Français. Ce n'est pas pour autant qu'il... Regardez l'opération La Vengeance, la colère de Boma. Ce qu'il a fait, le feu Idriss Déby, à son temps, en pourchassant Boko Haram jusqu'à son dernier retranchement, le G5 Sahel ne l'a pas fait pendant toute la durée qu'il était. Il a tué, il a rasé Boko Haram sur le Niger, il a rasé Boko Haram sur le Nigeria. Il est venu, il a appelé les uns et les autres pour leur dire « Venez prendre position, moi j'ai fait ce que j'ai fait, venez prendre position ». Pourtant, on dit, même la France qui devrait être la première à le féliciter, à le renforcer en lui donnant des moyens, parce que c'est avec ses moyens propres qu'il est parti faire toutes ses prouesses, n'a pas daigné ouvrir la bouche. Il y a de quoi se poser des questions. Mais pour revenir un peu à la question, moi j'ai dit aujourd'hui à nos dirigeants, vous savez, on ne meurt qu'une seule fois. Beaucoup de chefs d'État sont tombés. Sankara est tombé au Burkina, mais il a laissé des traces. Aujourd'hui, il peut être fier parce qu'il a imprimé, au nom de ce combat contre l'impérialisme, au moins il y a une conscience de lutte contre l'impérialisme et l'hégémonie impérialiste qui s'est installée chez les Burkinabés, au point où, malgré la mort de Sankara, Sankara est toujours présent. Et aussi bien le passage de Blaise que le passage aujourd'hui de Roch Christian Kaboré n'empêche pas aux Burkinabés de dire ce qu'ils pensent, de réagir comme ils pensent. Je n'ai pas tous les éléments, mais dernièrement, nous avons entendu que l'armée burkinabé a réagi en menant des offensives. Vous, en tant que journaliste, vous avez eu l'information. Nous avons vu les images. Nous avons vu sur les vidéos qui ont et ils sont bombardés. Et c'est sûr que ce n'est pas avec plaisir que le G5 a dû le laisser faire. Mais à un moment donné, il faut s'affranchir. Il faut savoir s'affranchir. Et il faut savoir tenir un langage de vérité à son peuple. Rien ne prouve qu'à nos dirigeants qu'aujourd'hui, en réunissant l'essentiel de la communauté nationale dans une salle, en leur disant « Écoutez, voilà ce qui se passe, mais j'ai besoin de votre aide ». Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas les appuyer pour se soustraire. Mais il faut toujours un début à quelque chose. Il faut toujours un début à quelque chose. Rappelez-vous le président Issoufou. Nous n'avons rien à voir avec Boko Haram. Il a dit que le Niger sera le tombeau de Boko Haram. Et finalement, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, là où il est, il ne doit pas être fier de lui. Il a attaqué les Maliens. Mais aujourd'hui, c'est du Mali que vient la grande menace. C'est du Mali que viennent tous ces gens qui viennent nous faucher. C'est du Mali qu'ils viennent. Et pourtant, peut-être de bonne foi, le président Issoufou a pensé qu'il était possible de faire quelque chose. Mais il ne faut pas aller attaquer une ruche quand vous n'avez pas mesuré les moyens de votre protection. Si vous n'avez pas de grille pour la protection des abeilles, si vous n'avez pas parti l'attaquer, mais c'est cette ruche-là qui va vous détruire. Donc avant de s'aventurer sur des terrains comme ça, il faut d'abord savoir quelles sont les capacités, quelle est la force de notre armée, de quoi elle dispose, qu'est-ce qu'elle peut faire, en quoi je peux l'appuyer, en quoi je peux demander l'appui de certaines forces extérieures. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de G5 Sahel, mais les rebelles du FDR de la région de Ngimi, ils ont été combattus et maîtrisés grâce à la coopération bilatérale avec le Nigeria et le Tchad. Les accords de paix ont été faits grâce à ces pays. On n'a pas été obligé d'être sous le giron français ou des trucs comme ça, des accords bilatéraux. À l'époque, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je pense qu'il faut trouver une formule pour commencer à s'affranchir de la culture française. Elle est très nuisible, nous parlons français. Je suis en train de parler français. Je ne peux malheureusement pas me départir de la France. Donc la France fait partie de moi, en partie, et moi je fais partie de la France, parce qu'ils nous ont colonisés, ils nous ont appris une langue, nous parlons cette langue, pour nous comprendre et nous entendre sur le plan international, au niveau national, on passe par cette langue. Donc déjà la France a déjà pris beaucoup sur notre culture. Mais au moins, en ce qui concerne les ressources, en ce qui concerne l'autonomie de gestion de notre territoire, je pense qu'il faut que nous commencions à lever le petit doigt pour dire un certain nombre de vérités. Il n'y a pas de complexe à cela. On ne meurt qu'une seule fois. Et quand on meurt, on ne laisse en héritage que ce qu'on a fait de positif.